Alors vous allez dire, oui, mais il y a eu des inventions. Puis Christophe Colomb est allé en Amérique. Ça, c'est quand même beau, oui, comme ça, c'est pas mal. Mais enfin, bon, il y avait une période un peu dramatique quand même. Hein. Alors, même si la découverte de l'Amérique, c'est fantastique, on a quand même exterminé les Mayas, les Aztèques et les Indiens, un peu ça. Voyez. Puis après, on arrive à la Révolution française. Alors, si vous étudiez notre histoire, la Révolution française est absolument fantastique. On met fin à une monarchie absolue, on met fin justement au rôle important du clergé, etc., etc. Puis on fait une ère nouvelle, une république, la déclaration des droits de l'homme et tout ce qui est ainsi. Donc c'est merveilleux, mais c'est très très anti-chrétien. Ben oui. Bon, parce que on va justement séparer le clergé de l'État, les prêtres vont devenir fonctionnaires. On va leur demander de prêter serment à la République et ceux qui ne voudront pas sont pourchassés. On se rompt les relations diplomatiques avec le pape, hein, puis on fait le fameux calendrier révolutionnaire. Ah, vous savez que le calendrier révolutionnaire, quand vous présentez ça aux enfants dans les écoles, c'est toujours très beau, c'est très agréable. Vous avez le mois de floréal, le moment qui dort, etc., etc. Bon, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le mois, on va faire 12 mois de 30 jours, et on va faire des découpages du mois en décades. Donc on va faire 3 décades de 10 jours. Au lieu de 4 semaines de 7 jours, avec le dimanche, le 7e jour. En fait, c'était fait pour supprimer le dimanche. Ah ouais, parce que si vous faites 3 semaines de 10 jours au lieu de 4 semaines, bon, vous avez un jour férié qu'on va appeler le décadi, mais c'est plus le jour du Seigneur, du 7e jour. Puis du coup, vous supprimez la symbolique 7 du 7e jour. Puis vous faites commencer l'année, le 21 septembre à l'équinoxe d'automne. Puis vous changez le calendrier, on compte plus à partir de Jésus-Christ, on compte l'an 1, l'an 2, l'an 3. Alors quand vous avez un acte de la Révolution, on vous dit 24 floréal, vous 3. Puis vous êtes obligé de regarder les calendriers pour voir la correspondance en jour chrétien. Vous avez tous entendu ça parler pendant la Révolution, mais c'est jamais présenté comme quelque chose d'anti-chrétien. Volontairement fait. Mais je vous dis pas, pendant la Terreur, tous les prêtres passaient les guillotines. Le massacre en Vendée, parce que les gens tenaient à leur religion, ils ne voulaient pas que la République ferme les églises. C'est pas possible. Il y a eu 100 000 morts à la guerre de Vendée, pendant la fameuse Terreur, parce que la République n'a pas su inventer autre chose que la terreur comme mesure de l'époque. Alors je ne sais pas si... Bon, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, parce que ça serait un peu de la polémique, et puis c'est plus à l'ordre du jour, mais puis vos études sont anciennes. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus du tout ces histoires dans les livres. Aujourd'hui, la terreur, c'est si vous avez 3 lignes dans un coin, il faut mieux pas en parler qu'il y a eu une terreur pendant une république, la première. En plus, il ne faut pas dire que l'Église a été complètement menacée de destruction. On a réquisitionné les églises pour faire des salles de toutes sortes de choses. Entreposer du matériel, faire des fêtes populaires, etc. Bonaparte a organisé un grand banquet républicain avec ses officiers dans Notre-Dame de Paris. Vous trouvez ce renseignement-là nulle part. Alors on dira, oui, mais ça n'existe plus. Ah ben non, parce qu'après, vous savez ce qui s'est passé, je tente de rire à par terre, si on avait encore le courage de rire, c'est que Napoléon, à un moment, a voulu, tout révolutionnaire qu'il était, se faire sacrer comme un roi. Alors il y avait le fameux sacre. Alors, il s'est dit, ça serait bien que je sois un pouvoir de droit divin, parce que je suis quand même pas n'importe qui, sacré par le pape. Vous savez qu'on voit sur le tableau du sacre au Louvre, le pape qui vient à Notre-Dame de Paris. On ne le fait pas à Reims, on n'a quand même pas fait le sacre à Reims comme les rois. Ça sera pas trop l'ancien régime. Et puis comme on avait cassé, les révolutionnaires ont cassé la sainte ampoule qui faisait le sacre du roi, alors on ne pouvait plus le faire, alors on a fait une cérémonie plutôt, révolutionnaire, c'est quand même à Notre-Dame de Paris, et en échange, bien sûr, de dire, on voudrait bien que le pape vienne me sacrer, il faut bien que je donne une compensation. Le pape a dit, vous revenez au calendrier chrétien d'Ancien Temps, vous rouvrez les églises, c'est ça la compensation. Ça, c'est plus jamais raconté. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez un livre d'histoire pour les élèves, vous n'avez plus que 5 pages sur la Révolution. Il y a 3 pages de photos sur 5,
Vous avez le texte de la Déclaration des droits de l'homme, vous avez la prise de la Bastille, et après, vous avez peut-être un petit peu quelque chose sur Robespierre, un texte ou deux, l'assassinat de Marat, parce que ça, ce pauvre Marat qui a été assassiné dans un baignoire, c'est une horreur sans nom. Puis après, vous avez coup d'état de Bonaparte, et puis on passe à autre chose. À raconter l'histoire comme la racontent l'ésotérisme, c'est très très spécial. Hein. Ah, ça passe pas auprès des historiens officiels, vous ne pouvez pas raconter ça à l'université. Hein. C'est archi-mort, parce que... Bon. Alors, après, vous avez la révolution industrielle. Alors là, on a industrialisé tout bas, on fait du fer, hein. Les aciéries, la sidérurgie, la chimie, le truc. On rentre donc dans le monde moderne, puis on évolue comme ça jusqu'au XXe siècle. Ah, c'est pas mal. Puis alors, vous savez qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la révolution industrielle et la consommation, plus la part de la religion dans la société se réduit. Ah oui, parce que bon, avant on disait j'ai rien à manger, je suis allé chercher un secours à l'église, je priais le ciel que la meilleure m'en sort, mais à partir du moment où c'est l'État qui nous fournit tout ce dont vous avez besoin, vous n'avez plus la peine de recourir à l'église. Puis après, on ne peut pas continuer l'histoire comme ça indéfiniment, mais ce serait trop long, hein. On pourrait, hein. C'est très passionnant. Dans une conférence que j'ai faite qui s'appelle l'histoire secrète de la France, vous avez tout ça de raconter en détail, avec toutes les preuves historiques, hein, tous les textes, toutes les citations, les trucs. Et après, forcément, vous avez 2 guerres mondiales. C'est-à-dire que l'évolution des choses très très positive, puisqu'on, dans la thèse officielle, c'est le progrès. Après l'obscurantisme du Moyen-Âge, nous sommes entrés dans une ère de progrès avec la Renaissance. Puis les progrès arrivent au XXe siècle, vous avez 2 guerres mondiales et 2 crises économiques, et 150 conflits locaux, dont la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, et tout ce qui s'ensuit. Vous dites que quand vous réfléchissez sur l'histoire, vous avez une drôle d'impression quand même. Que, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on passe de l'or au fer, que plus ça va, plus c'est pire. Parce que c'est bien à notre époque qu'on a tout ça, qu'on n'avait pas au XVIIIe siècle, au XVe siècle, etc. Hein. On dira oui, mais au Moyen-Âge, il y avait quand même des guerres. Hein. Et sous Louis XIV, il y a eu des guerres. Alors des guerres comme les 2 guerres mondiales. Là, en ce moment, on va commémorer Verdun. Je vous dis pas Verdun. Hein. 1 million de morts en 6 mois. Bon, alors, donc, en gros, on pourrait dire, j'étudie l'histoire de très près, je constate que plus ça va mal. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez la Syrie, hein, le Moyen-Orient. Alors, comment les historiens de la science officielle peuvent nous dire, plus ça va, mieux c'est. Parce que vous avez remarqué que dans l'opinion courante, quand vous êtes au XXe siècle, c'est toujours le plus merveilleux des siècles. Qui à lui tout seul vaut tous les précédents. Mais quand on était au XVIIe siècle, alors avant c'était abominable, le XVIIe siècle c'est le grand siècle, on appelait ça le grand siècle, c'est le siècle de Louis XIV, c'est formidable. Alors quand on est au XXIe siècle, il faut voir avant c'était affreux, mais on a un siècle formidable. Qu'est-ce qu'on appelle formidable? La tradition primordiale va vous dire, mais non, puisque c'est la décadence cyclique, qu'on est en évolution, qu'on va passer de l'or au fer, et que le fer à la fin est rouillé et cassant, vous allez tout à fait dans notre sens. Alors il y a toujours des petits malins, il y a beaucoup de petits malins, surtout dans le monde matérialiste et rationaliste, on va vous dire, mais vous ne pouvez pas nier que depuis le XIVe siècle et vos Templiers, il y a un fantastique progrès. Ben oui, surtout d'ailleurs que la notion de progrès, dire le progrès, la modernité, être progressiste, c'est très bon. Du temps de la philosophie des Lumières au XIXe siècle, vous disiez je suis contre le progrès, vous répondez alors vous voulez pas de l'électricité, vous voulez pas de la machine à vapeur, vous voulez vivre avec la bougie comme au Moyen-Âge, ah vous n'êtes pas dans le progrès. Au XXe siècle, on disait vous êtes ringard. Ringard, vous étiez traité de ringard, vous n'étiez pas dans la société de consommation, formidable, hein, parce que là, on avait les sociétés de consommation, après tous les siècles de famine terribles, on avait les sociétés de consommation. Aujourd'hui, il y a 3/4 des humains qui voudraient bien consommer quelque chose. Si, aujourd'hui, on dit, c'est les sociétés de consommation. Quand vous pensez le nombre de Français qui, à partir du 15 du mois, n'a plus rien, puis vont au restaurant du cœur, c'est 5e puissance du monde, alors je ne dis pas la 175e, où on en est. Alors, il y a toujours, je plaisante un petit peu, mais il y a toujours cette idée avec nos officiels, qu'on va toujours par la fameuse courbe du graphique, toujours en partant de très bas, les hommes préhistoriques du XXIe siècle, c'est de plus en plus formidable. Ah, je ne vous dis pas la suite, hein, la courbe. Et
alors quand vous regardez dans le détail l'histoire comme je vous la raconte, vous apercevez que c'était plutôt mieux du temps qu'on construisait le Parthénon, les pyramides, etc. Et puis qu'on élevait Reims, et puis Notre-Dame de Paris, ou Mont-Saint-Michel, les trucs donc vénérés aujourd'hui comme des chefs-d'œuvre possibles, et puis qu'on descend. Alors vous allez dire, mais il y a quand même les progrès de la médecine. Avant, il n'y avait pas de médicaments, pas d'antibiotiques, on attrapait une maladie pénible, la rougeole, on débrouillait le terrain tout de suite. C'est quand même beaucoup mieux aujourd'hui. Puis regardez le progrès technique. Au Moyen-Âge, vous portez un courrier entre Paris et Marseille, le cavalier mettait 6 jours pour arriver. D'ailleurs, vous avez remarqué, les ordres du roi, ils arrivaient quand même. On se demande comment, parce qu'ils avaient pour le téléphone un auto. On dit oui, il y avait des cavaliers, il y avait des relais de poste, etc. Quand Philippe le Bel a décidé d'arrêter tous les Templiers du territoire français le même jour à la même heure, ils ont été tous arrêtés par la police le même jour à la même heure. Vous allez dire au niveau de la communication et de l'administration, c'est une sacrée performance. Ben, ça fonctionnait déjà très très bien. La bureaucratie. Là, il y a un sacré progrès. Et alors, en gros, il y aurait une contradiction pour ceux qui réfléchiraient à ce genre de choses, en disant, mais comment ça se fait? Il y a quand même un progrès très très fort, très très important, et en même temps de parler de décadence. Parce que les courbes sont comme ça. Parce qu'en gros, quand on vous dit qu'il y a un progrès très très important, on ne précise jamais un progrès matériel et technique. Et quand on dit qu'il y a une décadence, c'est la décadence spirituelle. En gros, plus vous avancez dans le temps, plus vous avez de biens matériels, on aboutit au couronnement de la société de consommation informatisée et la mondialisation, mais vous chercherez la moindre trace d'un principe de grandeur, de spiritualité, de contact avec le divin, des choses comme ça. Donc en gros, en tradition primordiale, on dit, vous passez de l'âge d'or à l'âge de fer, c'est l'éloignement de la divinité, l'éloignement du principe, la coupure avec le ciel, la négation de toute transcendance, le rejet de la caste sacerdotale, mais en même temps, et à la place, parce qu'il faut bien contenter les gens qui n'ont plus le contact avec le ciel, c'est de vous donner des biens matériels à la place, et c'est obligatoire que cela augmente. En gros, ils sont inversement proportionnels. Et plus ça va, plus c'est matériel, plus c'est quantitatif, plus c'est le gadget, plus c'est le divertissement avec les coupes de sport, avec les choses comme ça. Et puis quand vous cherchez un peu de spiritualité, ben, vous tombez sur une secte, vous tombez sur une religion complètement décrépite, vous tombez sur un curé qui est incapable de vous expliquer la Bible, vous tombez sur l'évêque qui est pédophile. Pas possible, pas possible, pas possible. Et alors, c'est ça le schéma d'explication. Alors très très survolé, là pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, mais enfin, vous voyez bien qu'il y a une logique dans tout ça. Alors de deux choses l'une, où on accepte tout d'un coup l'explication, le schéma général, où on dit que c'est complètement bidon, on le rejette totalement, mais on ne peut pas dire une partie qui est vraie, une partie qui est fausse, parce que vous voyez bien que c'est une explication d'ensemble du monde, de Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui. Mais totalement en dehors des circuits officiels. Ça, c'est l'explication du développement historique par la tradition primordiale. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a des mouvements spirituels qui ne l'expliquent pas. Parce que comme ils sont eux-mêmes matérialistes, qui ont un grand immeuble machin, un parc où il faut de la méditation, qui sortent des livres, qui les vendent dans les librairies par centaines, qui organisent des stages à 500 € le week-end et tout trucs comme ça, on ne va pas leur dire, écoutez, vous êtes coupés du spirituel, il n'y a plus de transcendance chez vous, parce que eux, en gros, sous couvert de spiritualité, ils sont plus matérialistes que spirituels. Alors forcément, ces théories-là passent pas du tout, alors que ces gens se préoccupent de ce qu'on appelle la spiritualité. Un mouvement qui est complètement condamné par la tradition primordiale, c'est ce qu'on appelle la mouvance New Age. La mouvance New Age, c'est tout ce qui est développement du bien-être, stage air et forêt, circuit de pèlerinage, je sais pas, à tel ou tel endroit, le bain de mer. En gros, je dis pas que c'est mauvais de prendre les bains de mer, faire la Thalasso, d'aller faire une cérémonie à Stonehenge, aller à Saint-Jacques de Compostelle, mais on sent que c'est plus du tout une optique transcendante. D'ailleurs, on n'y va pas pour chercher des divinités ou des illuminations. On y va. X, Y, Z raison, quelquefois bonne, parce que ça peut être comment dire, une démarche initiatique. En fait, c'est pas vraiment l'apanage
tout ce qui se passe. Alors voyez où on en est. Alors en gros, dans ce fameux Kali Yuga, qui est la fin, qui est l'âge noir, qui est l'âge sombre, et bien sûr plus on s'approche de la fin, plus c'est sombre. C'est-à-dire plus les principes se dégradent, plus les choses qui étaient sacrées deviennent galvaudées, plus ceux qui dirigent sont pas à leur place, plus ceci, plus cela, et tout est un état de confusion, un état de division. Vous prenez l'apanage du monde actuel, c'est simple, c'est division et confusion. Tout est confus, on dit mais qui fait quoi, qui est chef. Alors ça perçoit des gens pas tellement brillants sont chefs, des gens qui sont des chefs-d'œuvre, bon, eux sont pas chefs, que des petits chefs de rien du tout imposent leur vue à un type qui vaut 100 fois qu'eux, qui est 100 fois plus moral, qui est 100 fois plus ceci. C'est le monde à l'envers. Bon, c'est le monde à l'envers, hein, bon, pas du tout. Hein. Bon, on vous dit de respecter la vie, mais maintenant on ne respecte même pas les morts. Vous taguez les tombes, vous retournez les cimetières, en Syrie on les bombarde, on les vend. On casse les œuvres d'art. Avant, on disait l'art, c'est sacré. C'était pas nous qui les avons construits, parce que nous, on n'a pas construit le Parthénon, on n'a pas construit les pyramides d'Égypte, mais ça viendrait l'idée à personne d'aller dynamiter le Parthénon, même si on n'est pas de religion grecque. Aujourd'hui, le terroriste, il passe, il Athènes, il nous dynamite le Parthénon. Il n'aura rien à faire d'un chef-d'œuvre qui a duré des milliers d'années, en 10 minutes de dynamite, vous faites disparaître de la terre. Puis on vous dit qu'il y a un progrès à notre époque. Là, je vous prends un exemple bidon parce que ça prend encore lieu, mais Palmyre, Syrie, je sais pas, ça a déjà eu lieu. Les Bouddhas, dans je sais plus quel pays, ils ont été tirés au canon. Tout. Bon, si c'est pas une fin, une abolition du passé, ça veut dire quoi? Alors, bon, en gros, tout est comme ça. Alors, quand on arrive à cette fin des temps, on va le diviser en plusieurs parties. On peut dire que c'était peut-être encore un petit peu mieux d'un point de vue des principes spirituels dans l'Antiquité, peut-être encore avec une élévation de l'âme au Moyen-Âge, peut-être moins bien aujourd'hui, mais enfin tout n'est pas perdu. Et donc on considère qu'il y a des étapes comme ça dans la dégradation. Alors bien sûr là on va plutôt insister sur la dernière. Sur la dernière, quand est-ce qu'on est rentré dans la fin? Alors bien sûr à partir des 2 guerres mondiales, vous avez un coup quand même terrible à la civilisation. Et après, vous avez une date très très symbolique qui est 1917. Alors pourquoi 1917 est très très important en ésotérisme? Parce que c'est une année fatidique. On considère que l'intérêt véritable dans la phase finale, c'est 1917. C'est basé sur des prophéties. Alors, je ne peux pas toutes les citer ce soir, c'est très compliqué. Dans les prophéties, il y a plusieurs dates qui reviennent toujours. Vous avez 1917 et vous avez 1989 et vous avez 1999. Donc il a dû se passer quelque chose en 1917 parce que ça revenait dans beaucoup de prophéties. Dans un prophète biblique qui s'appelle Daniel, il parle de la grande semaine de 2520 ans, et quand on additionne 2520 ans à la déportation des Juifs à Babylone après la prise de Jérusalem, eh bien vous tombez en 1917. Et dans son texte, il vous dit que c'est la fin du temps des nations, la fin du temps des gentils. Les gentils, c'est les non-juifs. Les fins du temps des nations. Et donc, on rentre dans une période hors prophétie. En gros, à partir de 1917, advienne que pourra. On est dans la fin du cycle complet. Il n'y a même plus d'étape pour dire attention, ceci, repentez-vous, tel truc. On dit là, vous avez atteint 1917, vous n'avez rien. Vous débrouillez par la suite du temps. Alors, vous allez dire, qu'est-ce qui a pu se passer en 1917? D'abord, vous étiez en pleine Première Guerre mondiale. Et l'année la plus terrible de la Première Guerre mondiale. Hein. Parce que 1914 à 1917, c'était pas mal, mais l'année 17, je parle pour notre camp, hein, donc je parle pour la France. On a failli perdre la guerre cette année-là. C'était la plus noire de toutes nos années, avant le redressement phénoménal de 1918, bon, quasi miracle. Mais cette année-là aussi, les États-Unis sont arrivés dans la guerre. Les États-Unis qui participaient pas à la guerre jusqu'en 1917 ont décidé de débarquer en Europe pour nous aider, pour nous sauver du danger X ou Y. Et à partir de 1917, forcément, les États-Unis sont devenus les États-Unis que vous connaissez. Au lieu de faire un jeu purement américain, on fait un jeu mondial. Hein, parce que j'avais un peu sauvé l'Europe, sauvé le monde, on a très guillemets. Et c'est aussi l'année de la Révolution russe. Et le marxisme-léninisme a duré jusqu'en 1991. Donc vous avez une date très importante. Forcément, déjà, il y a eu ces 2 événements-là, puisque 2 superpuissances
sans rentrer en ligne de compte, même si la Russie n'était pas encore très superpuissante en 2017. Enfin, la Russie et les États-Unis. Et l'affaiblissement de l'Europe, parce que nous, depuis 1917, 1918, on a beau crâner et rouler des mécaniques par rapport à la Russie et aux États-Unis. Et puis c'est aussi l'année de Fatima. Le fameux miracle de Fatima a eu lieu entre mai et octobre 1917. Vous allez dire, oui, mais ça c'est un hasard, parce que ça n'a rien à voir avec les événements précédents. Bah si. Et puis c'est une année où il y a eu un convent maçonnique international. Voilà que les francs-maçons aussi ont décidé que la guerre touchait à sa fin. Ça se sentait quand même qu'on n'allait plus avoir 10 ans, 20 ans de guerre. Et puis qu'il fallait préparer l'après-guerre. Dans un sens totalement maçonnique. Et donc il y avait eu des propositions de fait pour la paix, etc. Et tout ça est arrivé la même année. Et même ce qu'on appelle la déclaration Balfour, c'est-à-dire un ministre anglais des Affaires étrangères qui a dit, eh bien, il y aura un foyer juif en Palestine. Et quand les Anglais qui géraient le Moyen-Orient ont décidé qu'il y aurait un foyer juif en Palestine, ben, tous les juifs d'Europe qui ne se sentaient plus à l'aise tellement sur notre continent et qui avaient plus ou moins subi la guerre sans être persécutés, comme par les nazis pendant la deuxième, on dit ben, on va pouvoir émigrer là-bas et les Anglais leur donnaient le visa. Sauf qu'ils se sont retrouvés au milieu des Arabes qui étaient déjà sur place et les Anglais qui dominaient la région. Mais bon, on ne pouvait pas les empêcher d'arriver, puis ils ont augmenté jusqu'à temps qu'il y a eu une réaction de l'autre côté. En gros, c'est le prélude aux guerres israélo-arabes et à la création de l'État d'Israël. Ça vient d'un événement qui a été décidé le 2 novembre 2017. Alors vous dites, mais si j'additionne tout ça, plus tout ce que je vous évoque pas, alors là vraiment c'est l'année, à conséquence pour tous les autres années, absolument hallucinante. Hein? Bon, alors, après l'histoire du XXe siècle, c'est trop compliqué, trop long. En gros, il y a tout un tas d'événements qui fait que ça continue à se dégrader. Il y a une deuxième guerre mondiale et les guerres de décolonisation, et celle-là. Et on arrive à une étape très très importante. Là, vous allez vous retrouver quasiment dans des choses que vous connaissez et que tout le monde connaît, 1999. Qu'est-ce qui a bien pu se passer en 1999? Parce que dire c'est bien beau, parce que, alors ça fait très fin de siècle, là, parce que là on dit 1999, c'est la fin. Hein. Et vous savez que cette époque-là, on a dit oui, c'est la fin du monde. Alors bon, vous savez, certains dans les médias, il y a la fin du monde. Et à cause de quoi? À cause de l'éclipse. Parce que le 11 août 1999, il y a eu une gigantesque éclipse. Bon, très très maléfique, elle était réputée maléfique. Dans les prophéties, on en parle. Lors d'une éclipse, une chose, je me dis, ces éclipses, il y en a tout le temps, mais il y en a 2 par an, mais des années, il y en a 3, ou etc. Bon, il y a toujours eu des éclipses. L'éclipse est déjà symbolique. En ésotérisme, on va vous dire que quand la Lune, qui est l'astre de la nuit, masque le Soleil, qui est la lumière, c'est extinction de la lumière. Vous savez bien, une symbolique de ténèbres. À la Lune, astre de la nuit, qui masque quelquefois en plein jour le Soleil, on se crache la lumière. Alors pourquoi cette éclipse? C'est toujours le phénomène qui se produit quand il y a une éclipse totale de Soleil. Qu'est-ce qu'elle avait d'extraordinaire cette éclipse-là? Eh bien, en ésotérisme, on considère la position des planètes dans le ciel le jour de l'éclipse. Puis il y a des moments où il y a bien une éclipse. Je vous rappelle, c'est une conjonction Soleil-Lune. La Lune est tellement conjointe au Soleil qu'elle passe devant. C'est une fois elle passe en dessous, une fois à côté, etc. Pour que ça coïncide. Les deux disent qu'il faut telle ou telle position des astres par rapport à la Terre, telle date, donc on peut calculer les éclipses. Mais où sont les autres planètes ce jour-là? Alors si les autres planètes ce jour-là ne touchent pas cette éclipse, ne sont pas en aspect négatif, l'éclipse on ne la voit pas, il y a pu en avoir une, je sais pas, l'année dernière, pas fait attention du tout. Si maintenant les photographes vont dire on va aller photographier l'éclipse, il y a une en Nouvelle-Zélande, une au Canada, bon, c'est pas mal. Alors là, pourquoi celle-là a eu une importance? Tous les aspects du jour étaient négatifs. Donc dans mon livre 666, vous allez voir, il y a le thème astral de l'éclipse. Il y avait un double carré dans le ciel. C'est-à-dire, toutes les planètes étaient sur les pointes de 2 carrés entrelacés. Et en astrologie, les carrés, les aspects de 90 degrés, c'est des aspects les plus négatifs. Donc vous aviez un ciel absolument catastrophique du jour de l'éclipse, qui fait que ça envenime à 1000%, 100 000% l'éclipse. Et c'est pour ça que certains ont dit, c'est une éclipse pas ordinaire,
c'est la fin du monde, et qu'on a dit c'est la fin du monde, et les journaux ont dit la fin du monde le 11 août, tout le monde achetait des lunettes pour voir les clips, et tout le monde était un peu impliqué en disant ah ben, le 12 août, on risque de pas se réveiller, puis rien, rien. Le lendemain, on a continué, le mois d'août, on a repris, puis on s'est dit bon bah, c'est encore un bombard, ça fait 25 fois qu'on dit la fin du monde, on n'a plus y croire. Alors déjà, le mot, il faut. Parce que quand vous avez un phénomène de ce genre, c'est pas fin du monde, c'est fin des temps qu'il faut dire. Fin du monde, c'est le jugement dernier, et tout est fini, il n'y a plus d'humanité, Dieu vient et juge les humains. Quand on dit fin des temps, c'est une civilisation qui finit, il n'y a pas forcément de jugement, quoi. Il y a un dérapage, il y a une guerre civile, il y a une révolution, il y a une guerre mondiale, je veux dire que c'est très très grave. C'est pas la fin du monde, c'est la fin de l'humanité. Donc déjà l'expression est fausse, se faisait bien dans les journaux, hein, bon, ce genre de choses. Et puis bien sûr dans les mois après, on a dit c'est rien passé. Bon, en fait il s'est passé quelque chose. Ah oui, ouais. Parce que en fait il faut voir ça comme une décadence cyclique. Je reprends toujours mon histoire qu'au niveau des civilisations, il n'y a pas un coup qui vous arrive, vous mourrez en un seul jour. La civilisation meurt dans le temps. Elle s'effondre selon l'ère des poissons. Alors on dit on a commencé au XIVe siècle, et à la Renaissance, la Révolution, les révolutions, parce qu'il y en a tout plein le XIXe siècle, les guerres mondiales, les trucs. Puis on arrive, l'éclipse, 99 est une date fatidique, mais après, alors les gens qui m'ont dit dans les années suivantes, bah oui, vous aussi, vous aviez parlé d'une situation catastrophique le 11 août, puis c'est rien passé. Vous avez vu ce qui s'est passé depuis. Bah, moi je dis, regardez l'histoire de l'humanité depuis l'an 2000. C'est pour dire qu'il ne s'est rien passé. Et déjà, cette éclipse était très spéciale parce que, si vous vous en rappelez, elle était sur l'Europe. Et elle était maximale entre Paris et Amiens. Donc elle passait en diagonale de l'Irlande jusqu'en mer Noire, elle coupait en diagonale toute l'Europe. Donc elle commençait au nord-ouest de l'Europe, dans la mer d'Irlande, traversée à midi, elle est en plein midi en plus, masquait le soleil sur Paris. Et puis elle est finie en mer Noire, du côté de la Crimée, j'allais dire, chez notre ami Poutine, mais à l'époque, la Crimée, c'est quand même pas ordinaire. En gros, ça passait dans la zone de cathédrale gothique de l'Île-de-France, et ça coupait en deux moitiés l'Europe avec une diagonale nord-ouest-sud-est. Mais l'année 99, c'était déjà passé plein de choses. Ben oui, parce qu'il y a eu 2 tremblements de terre à la fin de l'année. Un en Turquie, il a fait pas 10 000 morts, 15 000 morts, et les Grecs ont dit c'est catastrophique en Turquie, on va aller vous aider. Il y a eu le tremblement de terre en Grèce 3 jours après. Et puis il y a eu la fameuse tempête. Vous savez que le 27 décembre 1999, il y a eu des vents qui ont atteint entre 200 et 300 km/h entre le golfe de Gascogne et les Vosges. Il y a eu plusieurs millions d'arbres de couchés. Plusieurs millions d'arbres. Je dis c'est l'apocalypse, les arbres s'écroulaient sur les toits, sur les voitures, sur les trucs. Je crois qu'il y a eu plusieurs dizaines de morts en France. 67, je crois. Des gens qui ont été accidentés parce qu'il y a un arbre sur la route ou leur voiture qui coupait leur voiture en deux. Puis il y a eu les fameux 2 arbres symboliques. Vous savez que l'arbre planté par Marie-Antoinette dans le parc du Trianon est tombé, mais que le moulin de Valmy, les révolutionnaires, est tombé par la même tempête. On s'est dit, en symbolique, on dit toujours que quand il y a des tempêtes de ce genre, ça annonce d'autres tempêtes. C'est-à-dire que les tempêtes naturelles seraient des tempêtes politiques, des tempêtes sociales, des tempêtes de tout ordre. Ah, depuis, ça va très mal. Parce que vous avez eu le 11 septembre 2001, parce que vous avez eu la guerre au Moyen-Orient, parce que vous avez eu les révolutions arabes, parce que vous avez eu le tremblement de terre d'Haïti, parce que vous avez eu le tsunami en Indonésie, parce que vous avez eu Fukushima au Japon, parce que vous avez le réchauffement climatique, parce que vous avez la fonte des glaces des pôles. Ah, vous dites, et encore. Et la crise économique, la monumentale crise économique depuis 2009, c'est pas possible. Donc en fait, quand ceux qui disent il ne se passe rien, il se passe quelque chose, mais pas le jour même. Et il ne faut pas concevoir de dire il va se passer quelque chose de dramatique, les cieux s'ouvrent, des armées extraterrestres arrivent par millions de secours volantes et envahissent la Terre. C'est pas du tout ça, fin des temps. C'est dire vous allez reprendre un coup de décadence encore en plus. Dans votre schéma, là, que vous faites que de descendre dans l'âge de fer. Pas seulement encore descendre je dis toujours de 3, 4, 5, 8, 18 escaliers, quoi, parce que votre spirale descendante continue de descendre. Elle est mais on remonte quand?
Alors, vous voyez, quand on en est là, on peut expliquer les choses comme ça. Alors, forcément, vous avez toujours les réponses des matérialistes habituels, mais alors, des choses comme ça existe de toutes les époques. Parce que s'il y a une crise sociale, une crise économique, je sais pas, une catastrophe climatique, ça a toujours existé. Mais pas tout en même temps. Ben oui, parce que là, vous avez tout en même temps. Parce que quand vous dites une crise économique, c'est 2009, vous vous rappelez, crise des subprimes, crise bancaire, crise machin, inflation, la dette, les dettes explosent, hein, le chômage, c'est inimaginable. Bon, et puis on se dit, ben, vous voyez, les événements politiques, s'entendait pas ce qu'il y ait des révolutions de 7, 8, 10 pays arabes en même temps, des choses comme ça, le réveil de l'islam, le terrorisme international, où est-ce qu'on va, etc., etc. Donc ça se dégrade. À moins d'appeler la situation actuelle comme pas dégradée, je pense que ce qu'on peut dire pas dégradée, on dit oui, mais on va jusqu'où comme ça, là, forcément. C'est un petit peu embêtant. Vous savez que maintenant, même les gens qui ne se préoccupent pas d'ésotérisme commencent à s'inquiéter sérieusement. Vous avez quand même des experts, des hommes politiques, des économistes. Les plus grands économistes vous disent on craint une nouvelle crise bancaire. Les hommes politiques vous disent pour pouvoir continuer, comme on fait là, il faut faire des réformes, vite, tout plein de réformes. Vous avez vu les réformes? Ah oui, il faut faire des réformes parce que ça va mal, il faut réformer. J'entendais le mot réforme 15 fois par jour. Bon, mais depuis 30 ans. Etc. Situation internationale, Moyen-Orient, un pire quand même, bon, etc., etc. Alors vous allez dire oui, mais c'est bien beau. Alors ça, la dégradation des cycles, si on apprenait ça dans les médias, ils risquent pas de vous enseigner ce soir. Hein, ça risque pas du tout, ça fera trop peur aux gens. Surtout aux heures de grande écoute, on préfère des émissions de variété, comme on dit, parce que c'est varié, c'est mieux. Bah oui, parce que ça, vous allez trop réfléchir, ça embête un peu trop le monde, puis ça fait peur, hein, faut bien le dire. Hein. Et puis, il va me dire, en gros, le reproche qu'on fait à ce genre de choses quand on ne l'admet pas, c'est de dire que c'est un peu mécanique. C'est-à-dire, en gros, bah oui, vous avez des cycles par rapport à des ères de 2160 ans, on passe de telle ère à telle ère, et puis on a l'impression de dire qu'on ne peut pas s'y opposer, qu'on ne peut pas dire, si on fait tel culte, telle constellation, je ne peux pas mettre d'un culte inverse, je ne peux pas faire ce que je veux, patati patata, et d'être soumis à une sorte de mécanique cyclique. Comme moi je vous dis, on passe de l'âge d'or à l'âge de fer, mais on ne peut pas s'y opposer. Non, je ne veux pas de l'âge de fer, je veux rester dans l'âge d'or. Bah non, vous êtes emporté. Mais oui, par le mouvement. Parce qu'il y a un mouvement collectif, cosmique, etc., contre lequel un individu et même un peuple ne peut rien faire. Alors vous allez dire, ouais, mais c'est pas pratique ça, parce qu'on a qu'à tout simplement étudier la mécanique cyclique pour voir la suite. Mais ça ne se passe pas tout à fait comme ça, quand même. Parce que les humains peuvent agir. En gros, on n'est pas obligé de couler avec le navire. On va dire, mon navire prend l'eau, c'est le code de notre civilisation, mais je peux mettre un canot de sauvetage à la mer, je peux gonfler un canot pneumatique, je peux, si je suis pas loin de la côte, essayer de nager. En gros, en clair, je peux me sauver du naufrage. La situation est grave, mais pas désespérée, en effet, sauf qu'on n'a peut-être pas les moyens d'échapper à ce qui se passe. Même si on veut, on est conscient, on dit ça va mal, les humains ils font rien du tout pour échapper à la catastrophe, mais moi aussi je échappais, mais tout seul, pas grand chose. Alors, vous allez dire, en gros, est-ce que c'est totalement mécaniste comme ça, ou il y a une action, on va faire quelque chose? On suppose que les maîtres spirituels en question, ceux qui restent, tous ceux qui font des prières pour dire font des actions positives, des associations humanitaires sauvent. Vous voyez là pour les réfugiés, combien on essaie de sauver, d'apporter des plateaux repas. On fait quelque chose, c'est la catastrophe, mais on ne va pas laisser tout le monde mourir. Sauf qu'il y a un truc absolument extraordinaire. Jamais enseigné le truc. C'est qu'il y a des groupes qui poussent à la roue pour que ça se dégrade. Alors ça, comme je vous ai parlé tout à l'heure de la tradition primordiale, il faut savoir que la tradition primordiale enseigne qu'il y a une contre-initiation, une contre-tradition. C'est-à-dire qu'en gros, quand on révèle cette doctrine et qu'il y a des grands maîtres spirituels, il y a des maîtres du mal chinois de l'autre côté. Alors moi, dans mon jargon, j'appelle ça la centrale de contre-initiation. Mais en gros, c'est les entités opposées à la spiritualité, à toute transcendance, à toute chose spirituelle, et qui visent, eux, volontairement à dégrader les choses. En gros, il y a les cycles, mais eux, ils poussent à les
encore plus bas et encore plus vite. Donc on n'a pas affaire à deux choses, l'enchaînement des cycles. On a affaire à des bandes de mauvais esprits, il faut bien le dire, dégradant volontairement, tout voulant perdre l'homme. Alors bon, vous allez dire, oh mais ça n'existe pas. C'est un bon exemple de groupe de ce genre. Eh bien, en fait, il y en a. Ah oui, oui. Ah oui, parce que la magie noire existe, et des groupes très très dangereux visant à, j'allais dire, à tout noyauter, s'infiltrer dans les sphères de l'État, justement, comment dire, utiliser des circuits financiers, etc. Ça existe. Vous allez dire, mais comment on sait ça? Eh bien, on sait ça par les textes prophétiques. Parce que dans les textes prophétiques, on nous dit qu'il y a toujours des bandes occultes, des groupes. Alors il y en a, les noms ils sortent un peu à droite, à gauche. Hein, quand on vous dit les Illuminati, bon, on dit tiens, un groupe comme ça. Vous avez un groupe qui s'appelle la Société Fabienne. Ça n'a rien à voir avec une belle madame qui s'appellerait Fabienne. C'est les Fabianes, la Fabian Society. C'est une sorte de groupe de grands chefs de l'économie, des finances, de trucs comme ça qui se réunissent dans une espèce d'association. Puis c'est des gens qui gèrent un petit peu la planète dans un coin. Vous avez un groupe qui s'appelle les Blasons Rouges. C'est pareil, c'est terrible, c'est des spéculateurs internationaux qui, eux, font des coups dans les bourses et dans les finances et dans les prêts à des États pour des milliards de dollars, quoi. C'est-à-dire que si ce groupe-là décide, on retire de Chine, par exemple, 100 milliards de dollars, demain c'est retiré. Alors quand c'est la Chine, ça va, la Chine tient le coup. Alors quand c'est un pays d'Afrique, le pays s'effondre complètement, tous les capitaux sortent. Et donc vous avez des groupes comme ça, alors ça échappe, parce que l'on va dire oui mais c'est les spéculateurs internationaux, c'est le banquier machin, c'est Bill Gates, c'est truc. Mais non, là c'est un groupe occulte. Bon, ce qui fait que dans la tradition primordiale, on dit qu'il y a 3 niveaux de puissance. Vous avez les chefs d'État visibles, alors on les connaît, c'est le président machin, c'est le prince truc, etc. Mais derrière, alors déjà derrière dans la coulisse, il y a déjà des groupes. Parce que vous avez déjà les conseillers dans les palais présidentiels, les ministères, etc., que vous voyez jamais, que vous ne connaissez pas. Hein. Ben, il y a le conseiller en communication, truc mûche. Vous avez les services secrets, et là, ils sont visibles. Mais alors derrière, il y a un pan invisible. Donc vous avez en gros des groupes occultes. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont tous interconnectés. Il y en a qui disent qu'ils agissent indépendamment les uns des autres, mais curieusement, ils vont toujours dans le même sens. Puisqu'on constate une dégradation. Alors, par exemple, quand il y a eu la mondialisation, on dit ah ben, l'économie mondiale est mondialisée. Ce que tout le monde constate. Qui a mondialisé? C'est-à-dire qui a donné l'ordre de mondialiser et qui a lancé le truc. On va supprimer les frontières. Les marchandises circulant mieux. Qui décide? Jamais nous. Nos représentants, pour qui en a voté, quand vous dites mais qui a pris cette décision-là, vous ne pouvez pas dire à un ministre aujourd'hui de gauche ou de droite parce que c'est vous qui avez déclenché la mondialisation. Bon ben non, ça remonte à tel endroit. Bon, je ne sais pas comment ça s'est fait. Qui décide que la société sera totalement informatisée? Ah, vous dites c'est bien beau l'ordinateur, mais enfin, qui a décidé d'informatiser le monde, qui a lancé les premiers ordinateurs? Bon. On s'aperçoit qu'il y a des tas de choses qui se mettent en place au niveau de toute la planète. Il n'y a jamais de décideur nommément connu. En fait, ça se mijote dans tous ces groupes dont je vous ai parlé tout à l'heure. En gros, il y a un plan pour la Terre, fait à telle ou telle époque, avec un agenda, de dire telle année, on fait tel truc, telle année, on change ça, des taux d'intérêt ici, tel pays qui doit émerger ça, etc., etc. On mondialise pas, tout est décidé en coulisses, par des groupes occultes. Qu'on a tendance à appeler les Illuminati, quand on parle de ça, on vous dit c'est complètement bidon, c'est de la science-fiction, vous êtes tombé dans la théorie du complot. Sauf que ces Illuminati viennent des Illuminés de Bavière du XVIIIe siècle. Alors on ne peut pas raconter ça aujourd'hui, hein, on n'aura pas le temps. Je crois qu'il y a une conférence dans laquelle j'avais raconté, en Bavière, il y avait un groupe d'initiés, alors vraiment plutôt noirs, hein, plutôt de la tendance culte noire dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui avait décidé de supprimer en Europe toutes les monarchies et l'Église. Mais c'était un noyau de quelques dizaines de personnes. Puis un jour, il y en a un qui transportait des documents secrets qui étaient foudroyés en traversant une forêt. Et Claire Céleste, il est tombé, on a retrouvé son cadavre après, puis il y avait une sacoche et dedans, il y avait tous les plans, toute la secte, tous les noms
Ils ont tous été arrêtés, puis on a découvert qu'il y avait, là, au sens propre, un complot international. Et le grand chef de ça, qui s'appelle Adam Weishaupt, c'était à la fin du XVIIIe siècle, s'est réfugié chez un prince qu'il connaissait, s'est mis dans son château, il n'est plus jamais sorti, puisque dès qu'il sortait de là, il aurait été arrêté, donc il n'est jamais sorti, puis on a dit, on en est débarrassé. Sauf que tout le reste de l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, c'est les conséquences de cette histoire. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il avait fait, c'est avec quelques adeptes, ils avaient noyauté tous les courants spirituels de l'époque, toutes les branches maçonniques, tous ceux qui se préoccupaient de la marche du monde, les sociétés de pensée, les écrivains, etc., etc. Ce qui fait que lui, n'agissant plus, tous les autres avaient fait passer ses idées partout. Alors, à ça, on répond toujours, mais c'est faux, vous n'avez pas de preuves, sauf qu'après, il y a toutes les preuves. Parce que toutes les monarchies, tous les empires sont tombés partout, et l'Église a eu un sacré coup. Qu'est-ce qui reste de l'Église aujourd'hui par rapport au XVIIIe siècle, et combien il reste de monarchies et d'empires? Plus. Alors vous allez dire, oui, mais il n'y a pas de lien direct entre lui, ce qu'il avait pensé, les autres qui ont cliqué ces trucs, et puis bon, c'est pas faisable dans la réalité pratique. C'est le résultat. En fait, on pense que les descendants de ces gens-là, les Illuminés d'ailleurs, et d'autres qui ont repris les idées, sont ce groupe appelé Illuminati aujourd'hui, avec tout un tas de réseaux et machin. Ben, figurez-vous qu'il y a encore autre chose derrière. Derrière, il y a des entités non humaines. C'est-à-dire, il y a un groupe, ce qu'on pourrait appeler des démons, entre guillemets, il y a un groupe d'êtres surnaturels complètement magnifiques qui chapeautent l'ensemble de la planète. Que dans mon jargon, j'appelle les compagnons de Seth, parce que ça me fait penser à l'histoire de Seth et d'Osiris, dans la légende de Seth et d'Osiris, que bien sûr les officiels n'appellent pas comme ça. Alors, il y a tout un tas de monde qui sort, hein, qu'on n'a jamais de preuve que ce groupe existe, hein, on ne les photographie pas, on ne les prend pas, hein, ils n'enchaînent pas. Hein. Bon, mais vous avez... alors il y en a qui disent que c'est des reptiliens, c'est-à-dire que ce seraient des descendants des premières entités venues sur la planète, etc. Des croisements absolument honteux entre des êtres célestes et des êtres terrestres. Une mixité absolument anormale, on raconte ça dans le livre d'Enoch, on ne sait pas trop si c'est vrai. Vous savez, c'est la fameuse histoire de la Bible, comment dire, les fils d'Élohim descendirent sur terre et virent que les femmes étaient belles, ils les prirent et les épousèrent. Et à la suite de ça, ils engendrèrent des démons et des anges et des monstres et des géants qui écumèrent la planète et qui étaient au bord de la détruire avant l'intervention des dieux. Et Dieu, dans la Bible, décide le déluge pour liquider cette engeance maléfique. C'est-à-dire que ces choses-là s'enchaînent, le croisement contre nature, les monstres, et le déluge de décider. Dans la Bible, ça raconte, les versets s'enchaînent. Comme quoi c'est la même histoire, si je me raconte comme ça. Alors, forcément, la thèse aujourd'hui, enfin, les critiques aujourd'hui, c'est de dire c'est bien beau tout ça, ça semble bien organisé, mais c'est faux parce qu'on n'a aucune preuve de tout ça. Alors, sinon c'est pas explicable. C'est-à-dire si vous avez un gouvernement occulte du monde, mais d'êtres humains, mais louches, mais sombres, mais dans les coulisses, noyautant toutes les administrations, tous les circuits internationaux, toute la diplomatie, plaçant des agents à droite, à gauche, où vous n'avez pas moyen de vérifier même de quel bord ils sont, et de ceci et de cela. Et puis alors un groupe totalement occulte.